Bienvenue dans le grand débrief de la tech. On est en direct sur la chaîne Bismart. Et aujourd'hui, autour de la table, le grand plaisir de recevoir trois experts, chacun dans son domaine. Théma Seman, vous êtes avocate en affaires publiques, spécialiste du numérique. Philippe Legrand, je rappelle, le vice-président d'Infranum, mais également le président de Téléos. Et Stéphane Villard, associé responsable des technologies médias et télécommunications chez Deloitte. Alors, on va confronter aujourd'hui nos points de vue, notamment sur les prédictions de Deloitte pour 2026. On va s'intéresser à ce que vous nous dites sur l'Internet satellitaire, sur les agents IA autonomes, la souveraineté technologique de l'Europe. Et puis, on va parler de ce grand projet porté par Ursula von der Leyen d'aller vers un 28e régime des affaires, en particulier pour les startups, afin de leur faciliter le développement au sein des États membres. La présidente de la Commission européenne, d'ailleurs, a fait un discours à Davos, donc tout récemment, où elle a remis vraiment ce sujet au cœur de l'agenda européen. Donc, on va voir ce qu'il y a derrière. Mais on commence avec ma question. Allez-vous faire le Off February ? Mais de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, pour en parler, on a invité Diego Hidalgo. Bonjour Diego, merci d'être connecté avec nous. Vous êtes à l'origine du Manifeste Off, qui est basé à Madrid en Espagne, et vous alertez sur les défis posés par le déploiement du numérique. Vous voulez réaligner technologie et intérêts humains. Vous êtes auteur notamment de Anesthésier l'humanité sous emprise de la technologie et de reprendre le contrôle, 50 pistes pour repenser notre avenir numérique. Tout ça paru chez FIP. Alors, en quoi consiste, précisez-nous, ce défi de Off February ? Alors, merci beaucoup de me recevoir. Très heureux d'être avec vous ce matin. Off February, c'est un défi que nous déployons à l'échelle mondiale qui consiste en une action simple. C'est désinstaller ces applis de réseaux sociaux de son smartphone pendant 28 jours. Ça s'enchaîne avec le Dry January. C'est une espèce de Dry January numérique. En fait, on commence l'année qu'avec des punitions, quoi. C'est ça. On n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux. Alors, tout le contraire. L'esprit de Off February, c'est pas du tout une punition. C'est une célébration collective du temps retrouvé. Les réseaux sociaux en France actuellement occupent 1h48 par jour du temps des gens. Donc, ça fait presque 55 heures par mois. Autant de temps qui, au cours des 15-20 dernières années, a cannibalisé beaucoup d'activités, tout ce qui a trait à la socialisation, au temps qu'on passe avec les autres, mais aussi à l'activité physique, à la culture, à la lecture et même au sommeil. Donc, Off February, c'est avant tout une invitation à réinvestir ces dizaines d'heures dans des activités qui nous sont toutes plus favorables que d'être en train de scroller de façon sédentaire sur nos smartphones. Mais d'avoir ciblé comme ça les réseaux sociaux précisément et uniquement, c'est quoi ? C'est aussi le signe d'un rejet ? Alors, les réseaux sociaux, il existe de plus en plus d'études qui montrent que leur surconsommation, qui en fait est déjà un fait, est dans leur ensemble nocif à notre santé mentale, à notre santé physique et à un certain nombre d'éléments qui justement contribuent positivement à notre bien-être. Donc en effet, on aurait pu s'attaquer à d'autres problèmes, mais on s'attaque à ce problème sur lequel il y a une conscience de plus en plus forte partout dans le monde, notamment chez les jeunes, sur le fait qu'on a envie d'en sortir, en tout cas de limiter fortement en tout cas le temps qu'on passe dessus. Et les gens individuellement n'y arrivent pas. Ils le veulent, mais ils n'y arrivent pas. Donc nous, on propose une réponse collective sous la forme d'un défi. Et je précise qu'il ne s'agit pas d'éliminer son compte, il ne s'agit même pas de disparaître complètement des réseaux sociaux pendant un mois, juste de désinstaller l'appli parce que ce qu'on veut, c'est briser ce pont vers une utilisation impulsive, non intentionnelle de ces plateformes qui nous volent énormément de temps, alors qu'on a tous de plus en plus le sentiment, depuis une quinzaine d'années, de manquer de temps dans notre quotidien. Donc, ce n'est pas du tout une punition, c'est vraiment une célébration. Ok, mais comment est-ce que vous pourrez mesurer le succès de l'opération ? Parce que désinstaller l'application, ça n'a pas d'impact sur le nombre d'utilisateurs et d'abonnés. Et je ne suis pas sûre que les réseaux sociaux communiquent sur la baisse de connexion. Oui, on ne fera sûrement pas de partenariat. On a beaucoup de partenaires. On a 55 partenaires dans le monde, dans plein de pays, qui sont vraiment très impliqués dans le déploiement de cette campagne. Mais je pense qu'on n'aura pas beaucoup de partenaires du côté des réseaux sociaux. Vous avez raison. Ouais. Alors, on a un dispositif qui s'appelle le baromètre Off February, qui a été conçu notamment avec des médecins, des équipes de recherche, qui vise vraiment à faire de Off February un objet de recherche scientifique et qui aura pour but de comparer en gros ce qui se passe quand les gens sont connectés et un peu plus déconnectés en suivant le défi. La première année, donc ça c'est une première édition au niveau mondial, on n'aura sûrement pas de données extrêmement précises sur le nombre d'utilisateurs, mais il y aura
de nombreuses façons de mesurer l'impact, et que ce soit le nombre de personnes ou à titre individuel. Et surtout, ensuite, pour les prochaines éditions, on aura sûrement des dispositifs de mesure encore plus précis à travers des sondages et autres. Très sympa d'avoir un outil d'ailleurs qui permette de mesurer ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a pu faire grâce à cette non-connexion à nos réseaux sociaux. Est-ce que vous allez faire, alors c'est oui, vert ou non, rouge, est-ce que vous allez faire ce off February autour de la table? Oh là là, on est désolé, mais on est sincère. Hein. Vous allez me dire chacun pourquoi oui, enfin pourquoi non, pardon. En fait, c'est assez compliqué, alors aussi bien d'un point de vue perso que d'un point de vue pro. En fait, les réseaux sociaux font aussi partie de nos modes d'action professionnels, et se déconnecter complètement ou même partiellement des réseaux sociaux dans le quotidien business est quand même compliqué. J'ai trouvé exactement la même excuse. Moi, j'ai dit, je dis non, mais c'est pour le travail. Après, il y a le perso, et le perso, évidemment, là, c'est plus une addiction qu'autre chose. Et effectivement, Diego a complètement raison. Il faudrait réussir à se limiter. Au moins se limiter. Je crains de ne pas en être capable. Oui, c'est bien de l'avouer. C'est déjà un premier pas vers la désintoxication. Philippe? Oui, je pense que l'initiative, elle a le mérite effectivement de souligner tous les travers des réseaux sociaux, c'est évident. Pour moi, la mesure off February est un peu... elle va très loin. Mais en même temps, il est vrai que les dérives... En même temps, il ne dit pas de tout désinstaller. Il dit on fait juste une pause. Oui, mais la dérive les dérives psychologiques qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, on a parlé de dérives de santé, et la dérive liée au culte de l'égocentrisme est effectivement quelque chose sur lequel il faut qu'on apprenne à travailler tous ensemble. Tous, ne pas voir ces réseaux sociaux que comme ça. Mais on ne peut pas non plus priver la communication entre les individus qui est parfois assez difficile, et les réseaux sociaux contribuent quand même à un maintien de liens sociaux ou à un développement de liens sociaux, voire de pensée collective, même si on pourra toujours contester au contraire, l'embrigadement fait par les réseaux sociaux qui nous poussent toujours dans les mêmes idées et qui nous confortent dans nos idées. C'est un type de communication quand même très spécifique. Ouais. Effectivement, donc la sensibilisation est salutaire, la mesure me semble un peu excessive. Bon, d'accord. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, par exemple, je ne fais pas de dry January, je n'ai pas besoin. Je ne bois pas assez pour ça. Ouais. Je n'ai pas besoin de... assez connecté aux réseaux sociaux. Je n'ai pas assez de... Je ne passe pas 1h40 par heure sur les réseaux sociaux. J'ai absolument pas le temps. Par jour, pardon. Ouais. Je n'ai absolument pas le temps. Mais je pense, pareil, de la même manière que c'est une excellente initiative, parce que ça permet d'interpeller, de la part de la société civile, sur la problématique de l'addiction aux écrans. Alors après, les réseaux sociaux ne sont pas les seuls écrans. Donc c'est bien une problématique de la place des écrans dans notre vie, qui a quand même toute une série d'avantages, parce que ça a quand même libéré la liberté d'expression. Ce sont des outils. Exactement. Ouais. La circulation de l'information, ça a flingué un certain nombre d'intermédiations qui n'étaient pas forcément souhaitables. Elle demande probablement un autre comportement. Elle demande qu'on prenne... On est toujours dans l'excès et la correction de l'excès. On est sans doute dans l'excès, donc c'est une initiative bienvenue. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils ont mis 28 jours. C'est quand même beaucoup. On aurait pu, par exemple, penser... C'est le symbole du mois, quoi. Oui, on aurait pu faire à certains moments de la journée, on aurait pu faire plus court, et surtout, j'espère qu'on va en profiter pour faire remonter la problématique de les écrans, oui, non, pourquoi, à quel moment, et comment on gère cet outil, de la même manière qu'il faut apprendre à gérer le numérique dans sa globalité. Diego, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous convaincre qu'on a tort d'avoir dit non ? Alors, déjà, je voulais juste préciser que moi-même, je suis entrepreneur dans le numérique à la base, et je fais pas du tout partie de ces repentis de la Silicon Valley qui disent mais qu'est-ce que j'ai fait ? Du coup, je dois me racheter parce que j'ai fait des choses horribles avec le numérique. Non, moi, je pense qu'on peut construire des modèles excellents avec le numérique, tout à fait alignés sur les intérêts humains. Et là, ce qu'on constate, c'est que le paradigme qui prévaut souvent, en tout cas, si on regarde en proportion du temps qu'on passe à utiliser des outils numériques, souvent c'est pas le cas. Ils sont justement très éloignés de ce qui réellement est dans notre intérêt. Deuxièmement, sur la temporalité, sur les 28 jours. Alors, non seulement il y a l'enchaînement Dry January, Off February qui nous semblait heureux, mais par ailleurs, ce qu'on constate à travers de nombreuses études qui travaillent sur le sevrage, donc de façon expérimentale,
une étude de l'université d'Oxford, par exemple, qui a été publiée l'an dernier, très sérieuse, qui montre que 91% des participants d'un groupe où on a coupé Internet sur le smartphone pendant 14 jours, vous voyez, à la fin de ces 14 jours, 91% une amélioration de leur santé mentale, de leur capacité d'attention, mesurée de façon objective, et de leur sentiment de bien-être général, mesuré de façon subjective. Donc, néanmoins, au bout de 4, 5, 6 jours, parfois, les gens expérimentent justement un mal-être dû à ce sevrage, et du coup, on pense sur une temporalité un peu plus longue. Mais j'insiste sur le fait que la plupart en tout cas une grande partie des utilisations professionnelles des réseaux se fait à travers un navigateur, sur un ordinateur, et on pense que ce qu'il faut vraiment viser, cibler, c'est ces applis qu'on ouvre dès qu'on est dans le métro, dès qu'on est assis, dès que notre cerveau s'ennuie pendant 1 minute ou quelques secondes, et qui sont devenus un geste impulsif qui nous invite à scroller de façon incontrôlée. Ah, donc c'est intéressant. Donc on peut rester connecté sur nos réseaux sociaux, sur l'ordinateur. Peut-être qu'on va le suivre alors. Peut-être qu'à la fin, il y aura des cartons verts autour de la table. Allez savoir. En tout cas, je pense que vous avez aussi mis le doigt sur un aspect important, c'est qu'on fait exactement, c'est un but, c'est une fin en soi, of February, mais c'est aussi une opportunité de parler de ces sujets, comme on est en train de le faire ce matin, et je vous en remercie. Oui, c'est tout à fait pour ça qu'on vous a invité d'ailleurs. Je signale qu'il y a une marche prévue le 7 février dans plusieurs grandes villes, dont Paris, Marseille, sur une distance, vous dites, équivalente au scroll moyen sur 28 jours. Donc peut-être qu'on ne fera pas totalement le off. Peut-être que ça va nous faire réfléchir aussi à notre addiction aux réseaux sociaux, et peut-être qu'on ira marcher le 7 février. Merci beaucoup, Diego Hidalgo, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Alors, nous, on enchaîne avec les prédictions 2026. J'ai regardé dans le rapport de Deloitte, il y a beaucoup de choses. J'ai dû faire des choix, j'avoue. Donc, je me suis arrêtée sur l'Internet satellitaire. Vous dites qu'il redéfinit le marché mondial. C'est-à-dire jusqu'à quel point? Et évidemment, ça m'intéressera d'avoir le regard de Philippe là-dessus, le spécialiste des infrastructures. Alors, c'est surtout... Alors, c'est déjà que l'Internet satellitaire... est à un moment de bascule par rapport à l'historique. Le passage du Direct on Device sur des satellites haute altitude à des passages en LEO, en basse altitude, en fait, change la donne économique, change la donne en termes de couverture, et arrive à un moment où, en fait, on a un certain nombre de constellations qui sont lancées, la plus connue étant Starlink, mais où des projets concurrents, et ça fait le lien avec une autre thématique qui est la souveraineté, d'autres constellations sont également en train d'être lancées avec des investissements massifs, et en fait, qui vont permettre d'avoir un maillage beaucoup plus important. Aujourd'hui, effectivement, c'est un marché qui est compliqué pour les opérateurs à commercialiser, parce que on était historiquement sur des constellations trop petites ou pas assez maillées, et donc uniquement dédiées à des appels d'urgence. On peut quand même s'étonner du retard à l'allumage des opérateurs français sur ce sujet. Et européens. Ouais, c'est vrai. Oui, retard à l'allumage. Enfin, disons que Starlink a surpris tout le monde avec son investissement qui, au début, était réputé non rentable. N'oublions pas que l'aventure Starlink a débuté grâce à 1 milliard de subventions américaines, 900 millions à peu près, pour couvrir les zones blanches. Donc, ça a bien aidé. Donc, il y a eu une impulsion très, très forte, et maintenant, le modèle tourne. Les Français ont peut-être tardé à réagir, effectivement, mais on a un champion français qui est Eutelsat, qui est détenu à 40-45% par... des acteurs publics et privés français, qui a racheté OneWeb il y a quelques années, qui dispose d'une petite constellation de 600 satellites en basse orbite, et qui entend jouer dans la partie et concurrencer les grands faiseurs que sont aujourd'hui Starlink, mais demain aussi Amazon Leo. Oui. Donc une discrète avancée française, mais une avancée quand même. Avec une concurrence entre Starlink et Léo qui pourrait profiter un petit peu à l'Europe. On est bien d'accord. Et puis une approche de Telsat qui est complètement différente de celle de Starlink. Je viens d'être lauréat avec Telsat d'un projet en Côte d'Ivoire sur l'Internet des objets et sur la couverture des collectivités ivoiriennes, avec une démarche beaucoup plus participative et respectueuse de la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire.
ce que ni Starlink ni Amazon ne proposent. Ils arrivent avec une offre massive qui s'impose à tout le monde, on paye et c'est fini. Cette éthique, elle coûte cher. L'éthique coûte cher, mais elle est durable. Alors, je voulais vous faire réagir aussi sur les agents IA autonomes. On va demander un petit point à Monsieur Deloitte qui pense sa prédiction. Et puis, j'aimerais vous faire réagir là-dessus, parce que ça pose des questions en termes de responsabilité, notamment. Globalement, la prédiction de cette année est plus que sur les agents autonomes, sur l'orchestration. Ce qu'on dit, c'est que l'IA agentique, qui est aujourd'hui le mode de développement de l'IA dans les entreprises, crée de la valeur, mais risque d'être assez déceptive si on n'est pas capable de réellement orchestrer les agents entre eux. Une collection d'agents les uns à côté des autres sera économiquement moins rentable et opérationnellement moins efficace que quelque chose que complètement intégré. Alors, de notre point de vue chez Deloitte... Qui va orchestrer, tous ces agents IA autonomes? Est-ce que ça va être l'entreprise? Est-ce que ça va être les fournisseurs? Non, alors c'est obligatoirement l'entreprise, puisque c'est des collections d'outils, d'agents IA qui sont de fournisseurs différents. Alors, on pourrait avoir des fournisseurs qui disent « Moi, j'arrive avec une offre complètement bundlée et je fais tout ». Notre prévision, c'est quand même qu'on restera, quoi qu'il arrive, avec un humain dans la loupe. Parce qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle humain dans la loupe et humain hors de la loupe. À court, moyen terme, l'humain reste dans la loupe pour des questions de contrôle, de vérification, de pilotage. Mais en revanche, ça démultiplie la valeur des agents unitaires quand on arrive à bien les coordonner. Et ça c'est ce qui va faire passer le marché de 8 à 40, 45 milliards dans les 5 ans qui viennent. Donc c'est massif. Et à l'inverse, si les entreprises ne le font pas, de notre point de vue, il risque d'y avoir beaucoup de déception sur le ROI des projets, et donc de l'abandon de l'IA, alors qu'en fait, c'est très générateur de valeur pour les entreprises. Moi, quand j'ai vu ça, qu'on pourrait atteindre 8,5 milliards de dollars d'ici à 2026 avec ces agents IA, je me dis, il faut quand même qu'on se pose la question de l'impact, justement, sur l'emploi, par exemple, sur notre asservissement face à ces agents IA et sur la qualité qui va être produite. Mais je vais laisser réagir Théma en experte juridique. Oui, juridique et aussi utilisatrice et qui s'intéresse à la question numérique. Alors, je crois que, comme pour tout, d'abord, les prédictions sont pas forcément faites pour être réalisées et qu'on va probablement atterrir à un endroit qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Mais par contre, je voudrais rejoindre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ça ne pourra fonctionner que si les entreprises se l'approprient et donc qu'elles mettent en place le système qui leur va bien. On a vu, je crois que ça venait de l'INRIA, un chercheur de l'INRIA, qui montrait que les entreprises qui avaient intégré l'IA ancienne modèle, avant le génératif, mais même avait créé des emplois plutôt que d'y avoir renoncé, parce qu'en fait, ça libère du temps pour faire autre chose dans une logique de plus d'efficacité. Et si on revient sur la question de la responsabilité, si c'est ça qui se passe, ça sera bien un sujet de « je maîtrise la technologie », enfin, en tout cas, je maîtrise les grands actes, les grandes briques que je viens d'acheter, je mets en place le système qui me va bien, et donc je regarde en termes de responsabilité ce que je dois faire, comme je dois le faire aujourd'hui pour tout système d'information, c'est-à-dire est-ce que je respecte la propriété intellectuelle, est-ce que je respecte le secret des affaires, est-ce que je respecte les données personnelles, est-ce que qu'est-ce que je mets en place pour quel résultat? Après, comme dans la vie réelle, vous aurez des gens qui les auront mal utilisés, ou vous aurez des effets que vous n'aviez pas vus, qu'il s'agira de corriger. Les grands fournisseurs seront responsables de ce qu'ils produisent. Au moment de la montée de ChatGPT et de l'émergence de Microsoft comme le patron de tout ça, et de Google qui a suivi, au bout de très peu de temps, ils ont dit, si vous utilisez nos modèles selon les consignes, et s'il y a un problème, nous prenons en charge tous les frais et toute la responsabilité. Il faut encore bien regarder les conditions générales de vente. On ne peut pas, à nouveau, l'intelligence artificielle, c'est comme un cheval sauvage. Si vous n'apprenez pas à monter dessus, à le dompter, c'est pas la peine. Par contre, si vous y arrivez, et c'est pas si compliqué, je devrais prendre une autre analogie. Finalement, c'est probablement pas plus compliqué qu'un permis de conduire. Mais un permis de conduire, c'est quand même plusieurs dizaines d'heures de formation, de la théorie 30 heures de conduite, et de la pratique. Donc je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de ça si on veut profiter pleinement de ce système.
Autre sujet, la souveraineté technologique de l'Europe. Personnellement, je vous ai trouvé hyper optimiste chez Deloitte. Vous nous parlez de l'investissement massif, évidemment, des Américains dans le domaine du numérique, mais vous dites que l'Europe, elle met aussi les moyens. L'Europe met les moyens, les États mettent les moyens. La Commission a compris, avec le rapport Draghi, la nécessité de se réarmer d'un point de vue de souveraineté, d'un point de vue technologique. Ouais. Et donc, effectivement, nous, on est persuadés qu'il y a une combinaison d'investissements publics, privés, qui va permettre de relocaliser de la techno en Europe, de relocaliser des développements en Europe, avec, pour base, des infrastructures de qualité, des collaborateurs et des chercheurs hyper bien formés, et un savoir-faire industriel qui reste là. Et donc, couplé à une évolution politique qui fait qu'il n'est pas improbable que plus de la moitié des gouvernements soient avec une once de souverainisme dans les 2-3 ans qui viennent sur l'ensemble des pays européens, effectivement, c'est une tendance de fond, et les entreprises y ont aussi intérêt, puisque un autre sujet qui nous occupe en ce moment, qui sont les batailles tarifaires, qui ne manqueront pas d'avoir lieu, vont faire qu'il faudra produire local. Ouais. Et encore une fois, la souveraineté n'est pas l'autarcie, et c'est une souveraineté ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette souveraineté? Est-ce qu'on est souverain quand on prend un prestataire comme AWS? Ça, pour l'instant, au sein même des États membres, nous ne sommes pas tous d'accord, ni autour de cette table. Mais je voulais, parce que je vois le temps qui file, du coup, enchaîner sur la question du 28e régime. Est-ce que c'est une des façons, justement, de travailler notre indépendance technologique, puisque l'objectif, c'est de permettre aux entreprises innovantes, en particulier, peut-être en premier, avant de concerner toutes les entreprises européennes, de mieux grandir sur le territoire européen et peut-être demain créer des champions. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez que ce 28e régime peut permettre de faire émerger des champions européens? Oui, vert, non, rouge. Plus comme ça, moi. Ah, on est pareils toutes les deux. Ok. Alors, on va laisser Philippe nous dire pourquoi il est tout vert. Je suis tout vert. Je suis vraiment tout vert, et ça rejoint d'ailleurs le débat sur la souveraineté technologique. Bien entendu, c'est extrêmement lié. Tout ce qui peut aller dans le sens de la cohérence d'approche de l'Europe et non pas de la somme des individualités. Aujourd'hui, on a une Europe multi-individualiste, y compris sur le plan économique. D'ailleurs, il y a très très peu de cohérence d'ensemble. Tout ce qui peut aller dans la création et le développement d'une réelle Europe unie et soudée sur le plan économique favorisera évidemment l'émergence de nos champions européens. On a quand même... Et vous, par exemple, Télouz, vous l'attendez pour grandir à l'échelle européenne? Alors, on l'attend pas pour grandir. Non, mais on l'attend pas pour grandir. Par contre, la concurrence américaine, je viens de parler de mon projet en Côte d'Ivoire, je vais faire la même chose en Ukraine dans 2 semaines. La concurrence américaine, elle est forte, elle est massive. On a le Conseil présidentiel au commerce extérieur qui vient de se tenir. On a formulé des propositions pour que les aides publiques européennes s'additionnent plutôt que de se concurrencer. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là. C'est pas juste le cadre juridique, parce que là, pour l'instant, c'est annoncé. La présidente de la Commission européenne, à Davos, c'est aussi une plateforme, finalement, d'enregistrement des sociétés qui permettra de s'enregistrer, dans tous les États membres en même temps. Ça suffit pas, on est bien d'accord, Théma? Absolument, ça suffit pas. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'on a une problématique de Alors je voudrais d'abord revenir sur la définition de la souveraineté. Il y a quand même 2 choses. Votre définition. Moi, je pense qu'il y a il y a 2 aspects importants dans la souveraineté. Il y a celle de la maîtrise de la technologie et celle de la souveraineté de vos données et de vos informations. Et elles sont pas forcément compatibles aujourd'hui, parce que vous pouvez avoir une offre souveraine, mais qui est un trou où les trucs passent parce qu'elle n'est pas assez solide. Je voudrais aussi revenir sur la problématique du satellite et de manière générale des infrastructures matérielles et logicielles sur lesquelles on est quand même à la rue. On a 30 ans de retard et des milliards de retard. Des centaines de milliards de retard. Donc ça, si on revient au 28e régime, ça, si on revient sur sujet à régler. Si on revient sur la question de la souveraineté, on voit bien qu'effectivement, on ne sera pas en autarcie et qu'il faudra bien travailler avec les technologies de ceux qui sont en avance sur nous. Et à ce titre-là... mais si on veut faire émerger un écosystème, il faut quand même qu'on essaye de le favoriser. Je pense que la route sera longue. Oui, la route sera longue, mais elle n'est pas si simple que ça. On voit que Sens
a eu le SecNumCloud, Thales plus Google, et on voit que le ministère de l'Intérieur a quand même annoncé qu'il prenait Palantir parce que c'était plus sûr que des parce qu'ils attendent que le prochain outils français. Pour revenir sur le 28e régime, ce qu'annonce la Commission européenne, qui est, allez, croyons au Père Noël, disent il faut en fait aligner, pour éviter la fragmentation, les sujets d'enregistrement, de gouvernance, de fiscalité et de droit du travail. Ouais. Ça fait beaucoup. Bon courage. Ouais. Vous allez dire au gouvernement français, quel qu'il soit, qu'on va s'aligner ou qu'on va trouver un compromis au milieu du gué avec le droit du travail polonais et la fiscalité du Luxembourg. Donc, il faut essayer. Il faut essayer, c'est sûr qu'il faut aller vers là. Alors, notre ministre Benjamin Haddad, il dit « Je souhaite que ce 28e régime soit le plus ambitieux et plus accessible. Il doit s'adresser à toutes les entreprises. » Ça, ok, 100% d'accord. C'est-à-dire les startups, les PME, à toutes les entreprises qui ont un siège social en Europe. Et il y a la question, est-ce que ça doit passer par une directive ou un règlement ? Est-ce que les États doivent... Enfin, est-ce que le droit européen doit primer sur le droit de l'État en ce domaine ? Si on veut que ça fonctionne, il faut effectivement que ce soit implémenté dans l'ensemble de l'Union. Parce qu'en fait, si chaque État... De la même façon ou chacun avec ses arrangements de la même façon. Parce que sinon effectivement... Mais, on n'est pas dans la compétence européenne, excusez-moi, mais sur la fiscalité, je rappelle qu'il faut l'unanimité. Donc déjà, bon courage. Et sur le droit du travail, on n'est pas dans la compétence européenne. Hors social, en fait. Hors social et fiscal, puisqu'effectivement, ça c'est de la pure compétence des États. Mais en revanche, si en fait, de mon point de vue, cette directive ou ce 28e régime permettrait de faire du marché européen un réel marché commun pour les entreprises. Oui. Et c'est ça, en fait, le sujet. Et donc, d'être directement sur un marché de 450 millions de consommateurs et non pas une collection de marchés de 5, 10, 15, 20, 70 millions de consommateurs. Et c'est très différent. Et c'est ce qui permet, pour des startups notamment, d'être directement à l'échelle, d'être directement pan-européen et donc de pouvoir... Mais de là à dire que ça va créer des champions, bon... Moi, ça va favoriser. Je trouve ça très bien. Ça va peut-être favoriser le développement de champions. Ouais. Alors après tout, 100% des gagnants au loto ont tenté leur chance. Et on arrivera forcément quelque part. Et moi, je partage l'objectif, mais là, je pense que... Si on avait aussi tous un accès simplifié à la commande publique au niveau européen, à l'échelle. Et si la commande publique était exemplaire en matière de souveraineté. Exactement, ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup Théma Seman. Je rappelle que vous êtes avocate en affaires publiques spécialiste du numérique. Philippe Legrand de Téléos et d'Infranum et Stéphane Villa de chez Deloitte. Merci de m'avoir accompagné. Merci à toute l'équipe de Bismart pour la réalisation, à Émilie Roche pour la préparation de cette émission. On se retrouve dès lundi sur la chaîne Bismart. À très bientôt.